Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je remercie Guillaume de cette invitation et tout l'atelier Emmaüs pour l'engagement et la force de persuasion qu'ils peuvent avoir quand ils vous appellent pour vous dire bien sûr tu feras une conférence, et bien sûr ils n'annoncent pas qu'on commence et ils n'annoncent pas non plus qu'une introduction vous pique la moitié de votre présentation. Mais admettons qu'on en soit là et que je tente de faire un éloge de la souplesse. Pour me présenter rapidement, donc je suis designer. J'ai la chance d'avoir un studio avec une équipe merveilleuse que je remercie ici, même si elle n'est pas présente. Un endroit sympathique où on fait évidemment, alors ça ne ressemble plus à ça c'était le début quand la maquette prenait le pas sur les ordinateurs. La maquette maintenant est un autre endroit, mais c'est vrai que le sensible et la construction à l'échelle 1 des objets en maquette, en carton, avec leur fragilité et la révélation de leur robustesse par la suite, parce que tout ce qu'on fait en carton en général, tout ce qui ne marche pas en carton ne marche pas après pour la suite, est un peu au centre aussi de notre travail, même si on a la chance de faire plusieurs types de projets, donc des objets. Bon, là j'ai mis le plus connu parce que comme ça au moins c'est fait, et après je peux passer à autre chose. Cela dit, c'est vrai que cet objet, ce premier objet que je vous ai présenté, était un peu comme un là dans mon travail, puisque c'est un objet que j'ai fait quand j'étais à l'école. C'est un objet que j'avais fait en recherche de matériaux. Vraiment, l'idée c'était de faire une cabane à monter soi-même, et je l'ai bricolé avec une tente Quechua et avec une base de tente et des rubans. Et c'est devenu un objet bienveillant qui m'a permis aussi d'ouvrir la voie à mes désirs, parce que parfois on sait que la théorie précède l'intuition et parfois l'intuition précède la théorie. Souvent c'est un tressage, mais voilà, c'était ce premier objet Vertigo. Second objet que je montre parce que je l'aime, c'est un miroir qui intègre l'idée aussi du vieillissement, de la beauté, de la transformation, même si celle-ci est figée. Alors évidemment, voilà, je suis designer, donc je dessine des tables, je dessine parfois des parfums, donc ici avec toujours un désir d'apporter une narration, un imaginaire, donc avec des briefs, que j'appelle des briefs parfois noir clair, c'est-à-dire qu'on veut tout, on veut le passé et le présent et le futur, on veut la robustesse et la délicatesse, on veut la féminité et en même temps la force, on veut tout ça. Donc à partir de ces briefs noir clair, nous on essaie de faire des tours de magie. Donc ici vous avez, c'est presque une illusion puisque vous avez l'impression que la forme qui est à l'intérieur et la continuité de la forme qui est au-dessus. Et en fait c'est un trick. C'est mon côté Harry Potter et mon désir un petit peu de vous embarquer dans une autre histoire. Et puis je dessine des lunettes. C'était simplement pour montrer un petit peu comme il y en a. Je crois qu'on est quelques designers à défendre le design industriel, c'est-à-dire celui qui s'adresse à tous avec des prix abordables et donc pas forcément dans une démonstration ni de force de matériaux, ni dans une démonstration financière qui a recours à des matériaux très chers. Pardon, j'avais oublié qu'arrivait Angelin Prel-Jocage ici. Et donc, récemment, on a eu la chance aussi de travailler, de dessiner l'épée d'académicien d'Angelin Prel-Jocage. Elle est intéressante, cette image, je pense, parce que donc, Angelin, avec qui j'ai fait plusieurs scénographies de spectacle, m'a demandé de faire son épée. Et je lui ai dit que moi, je ne voulais pas faire d'armes et que je voulais faire un objet avec une certaine douceur. Et il m'a dit d'accord. Bon, alors il commence à me décrire un petit peu ce qu'il voulait. Je dis écoute, là, je crois que tu veux le sceptre de Gandalf, ça va être compliqué. Donc, je lui ai proposé de faire un objet vraiment tout en douceur, mais un objet qui aussi rappelle qui il est. Et donc, je lui ai proposé de faire un bâton de pluie. Voilà. Bon, moi, j'adore les bâtons de pluie. C'est mon deuxième côté Harry Potter. Et donc, c'était effectivement un bâton de pluie qui faisait de la musique. Et j'ai eu la chance de le voir danser en direct. Il m'avait pas prévenu pendant l'installation. Et il m'a dit voilà, sa troupe l'a rejoint. Et ils ont dansé avec des bâtons de pluie. Et c'est vrai que c'était un moment un peu émouvant à l'Académie. Voilà. Alors évidemment, des espaces, hein, ça c'est mon deuxième travail. En vérité, c'est celui qui m'occupe le plus aujourd'hui. Là, je vous montre une librairie que j'ai eu la chance de faire avec Van Cleef & Arpels, puisque j'ai la chance d'être un partenaire qui fait leurs bureaux et aussi leurs écoles.
et leur lieu parfois de savoir, comme ici cette librairie qui a été pensée comme un sous-marin de l'espace d'exposition qui était au-dessus. Je voulais même mettre un périscope dans l'exposition. Bon là c'est le côté, on m'a dit écoute, quand même, Constance, tu exagères un petit peu, donc je ne l'ai pas fait, mais il y a effectivement cet objet qui a une forme d'indépendance, et je le montre aussi parce que il n'est pas relié au reste du bâtiment, parce qu'il ne restait plus rien à l'intérieur, alors que vous allez voir après, je parle évidemment de l'importance de l'existant. Voilà, ça c'est scénographie. Je vais passer rapidement. Donc, j'ai eu la chance de faire la Philharmonie des enfants, donc cet espace de jeu pérenne pour les enfants au sein de la Philharmonie. Avec des histoires, une espèce de tressage de désir, de montrer ce que c'est que la musique, montrer ce que c'est que le son, se détacher de la musique occidentale et vraiment repartir sur l'idée du son. Le son de la cuisine, par exemple. Donc ça, ce sont des objets de cuisine qui font du son. On les met en valeur. Le son des pierres, parfois la composition, en fait, à l'aide de petits trains. Donc on vraiment déplace l'idée même des choses. Et ici, bon, j'aime beaucoup, alors vous allez voir, on l'a appelé la flûte à fesses entre nous. Donc c'est une flûte sur laquelle on s'assoit pour faire de la musique. Bon, évidemment, tout ça est faux. Hein. Il y a une pompe quand même qui actionne un tout petit peu. Mais réellement, effectivement, en s'asseyant, on fait des sons. Et la map monde, et puis aussi ce moment où on se prend pour un chef d'orchestre. On se prend tous un peu pour un chef d'orchestre parfois, et donc là c'est le moment, si vous voulez, c'est le moment. Scénographie de spectacle, donc là je passe vite, c'était juste pour montrer aussi la plasticité, je dirais, du travail qu'on essaye de faire, et le fait que jamais, j'essaie de toujours faire quelque chose de différent, d'aller explorer des nouveaux territoires. Première scénographie de spectacle pour Angelin Prel-Jocage, scénographie tout en papier. Il lit un article sur moi. Je venais de gagner un prix. J'étais vraiment débutante. J'étais diplômée depuis 6 mois. Et c'était écrit Constance Guisset, l'équilibriste. Et il m'écrit un message. Il me dit, je m'appelle Angelin Prel-Jocage, je suis chorégraphe. Est-ce qu'on peut se parler? Et moi, je venais d'avoir mon premier enfant, donc qui avait 3 semaines. Voilà. Et donc, 4 mois plus tard, cette scénographie en papier, avec beaucoup de candeur, puisque j'ai voulu montrer les pères, j'ai voulu montrer tout ça. 2 ans plus tard, cette scénographie en grande forme, c'est-à-dire c'est une grande forme avec beaucoup de danseurs, complètement autre chose, une scénographie en dur. Et ici, à nouveau, le retour vers quelque chose de plus léger, une scénographie tout en vidéo. Voilà, faite à partir de films de cheveux dans l'eau qui prennent des formes différentes. Alors tout de suite, j'ai grillé ma cartouche. Voilà. Et je me suis dit quand même, merci pour cette intro qui m'a piqué pas mal de choses, mais qui se termine sur l'idée de l'arbre, je crois. Et c'est vrai que moi, je vais commencer avec ça. Donc, je vais à nouveau remercier Guillaume, parce que c'est vrai qu'on partage voilà, ce désir et ces convictions de faire une construction plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse des personnes. Et cependant, quand tu m'as invité à parler du mot résister, je me suis dit que c'était pas un mot qui était dans mon vocabulaire. C'est un mot qui est pas si simple. En vérité, moi, j'aime bien aller rechercher les origines sémantiques, et je l'ai trouvé assez peu polysémique, en vérité. On est sur l'idée de lutter contre, de résister à. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui attaque, en fait. Non. Au hand, je suis pas en défense. Enfin, je suis en défense aussi, mais je veux dire, quand même, on est tous en défense et en attaque, mais voilà. Et ça donne l'idée aussi de la tentation d'une forme d'immobilisme, quand on est face au flot tout à coup, et on voit cet arbre qui est pris par la crue, et on se dit, quand on le voit, vas-y, tiens bon, ça va repartir. L'eau va repartir, il faut continuer. Et en fait, je pense que l'eau, elle va pas repartir. Je pense que l'eau, celle-ci peut-être, mais ce qui nous inonde aujourd'hui, cette uniformisation du regard, tout ce qui lisse notre imaginaire va rester en fait. On le voit avec, évidemment, bon, je ne vais pas vous parler des images qui déferlent dans nos téléphones et dans nos vies, de l'intelligence artificielle qui même arrive par mes clients et qui me disent, tiens, j'ai refait l'image que tu m'as faite avec... je sais pas, telle ou telle chose. On sait que c'est là, et en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, pour pas être cet arbre seul dans l'eau, eh bien, en fait, ce que je souhaite à cet arbre, c'est de s'adapter. C'est de monter son houppier, c'est de renforcer ses racines, c'est peut-être de trouver d'autres arbres avec lesquels faire des ponts.
et de trouver peut-être plus de souplesse, de changer intrinsèquement pour s'adapter et continuer d'être là, de garder qui il est intrinsèquement. Il va y laisser quelques branches, c'est certain, mais il aura plus de force à la fin. Donc, bon, ça c'est mon côté designer, je vous fais un petit cours de matériaux que je ne vous fais pas. Mais quand on regarde l'idée de la résistance des matériaux, c'est contraire à l'idée de la robustesse. La solidité, c'est une capacité à la ductilité. C'est une capacité à être étiré, mais tenir bon, et en même temps pouvoir tourner, avancer, etc. Et c'est quelque chose qui est important aussi pour moi parce que je le vois tous les jours dans mon travail, et j'ai en mémoire, peut-être que vous l'avez lu, Ravage de Barjavel, où on a ce train là en plastique. Le train en plastique, il est super fort, il est costaud, etc. Puis hop, le train en plastique, il se prend un truc et là, tout casse à l'intérieur. Ben, c'est des choses qui arrivent très régulièrement dans mon travail, c'est-à-dire qu'on veut renforcer. Là, récemment, on a fait des lampes où on avait un verre et une plaque en métal à l'arrière. Et moi, je dis, il faut quelque chose qui laisse la place au mouvement, à la dilatation. Et non, il faut que ce soit très résistant, etc. Bon, en réalité, j'avais raison. On aime bien ces moments. Donc j'avais raison, et de fait, tout a cassé, etc. Et donc on est revenu à une accroche mécanique plutôt que chimique, et on est revenu à la capacité à chacun de bouger ensemble, ce qui me semble être assez important. Et donc arrive l'idée, donc ça c'est évidemment la ductilité versus la fragilité d'une résistance opposée et trop rigide. Et on arrive à l'idée du mouvement. Et le mot que je voudrais utiliser ici, c'est celui du tressage. C'est celui qui va rester maintenant dans notre imaginaire. Il faut tresser les forces. Il faut tresser quoi? Il faut tresser la candeur avec l'expérience, le pragmatisme avec l'idéalisme. Il faut se tresser entre nous. Il faut se tresser soi-même avec le monde. C'est pas une mince affaire. Il faut se tresser pour créer cette canopée, pour vraiment que les arbres puissent se répondre ensemble. Et que sont ces fils? Ce sont des fils de désir, ce sont des fils de contraintes, ce sont des fils d'énormément de choses. C'est l'histoire et en même temps c'est le contemporain. Et je vais vous montrer évidemment quelques exemples dans mon travail, alors assez modestement de ce qu'on essaye de faire. Et on sait à quel point c'est difficilement audible de parler de justesse, parce que la justesse est moins une démonstration visuelle qu'une expérience. Quand on fait un espace et qu'on essaye d'être juste, évidemment, on est moins fort sur Instagram que quand on essaye de vraiment faire en sorte que les gens vivent les espaces tranquillement. Tresser les projets dans leur contexte géographique. Alors, je vous parle d'un projet que j'ai vraiment aimé faire. Invitation d'une association qui s'appelle Fenêtre sur le paysage et qui me dit: Constance, est-ce que tu veux faire un abri sur le chemin de Saint-Jacques? Donc je suis la 7e artiste, hein, je suis la suite d'une opération. Et il me présente des paysages et je vois ce paysage magnifique fait de suc, en Haute-Loire. Et je me dis: comment je vais pouvoir prendre le paysage à tout le monde? C'est impossible. Il faut que je m'inscrive dans ce paysage sans le voler à la personne qui passe, tout en créant un espace. Ça, ce sont mes premiers dessins. Et je vais tresser mon travail. Donc, évidemment, tout le monde a été surpris. Tout le monde a dit: mais on t'attendait pas là. Mais de toute façon, on n'attend jamais personne nulle part. Hein. Nous-mêmes, on s'attend pas là où on est chaque jour, j'ai remarqué. Et donc, il faut se tresser avec les personnes qui sont autour. Donc, je suis allée voir tout ce qui se faisait autour. Et donc, le tailleur de pierre, le murailler, l'artiste qui va nous faire une vasque, la personne qui va faire... Enfin voilà, donc il y a un écosystème qui se met en place avec une 50aine de personnes et chacun vient déplacer un peu la montagne, refaire la chose, entretenir, sortir les toilettes sèches, etc. Et tout ça avec des mecs comme ça. Donc, qui me voient arriver et qui se disent évidemment qui est cette personne. Donc, j'ai mangé des tripes au petit déjeuner, ce qui ne va pas poser problème. Et donc, une fois que j'avais passé ce cap, tout était possible. Et donc, j'ai pu construire. J'ai pu décaisser un peu la montagne, qui n'était pas vraiment la montagne, qui était plutôt un remblai. On a construit. Alors, cette chose m'a complètement échappé. C'était un objet que j'ai pensé dessiner et qui vraiment ne m'appartient plus, qui ne m'appartenait plus dès le premier dessin livré au murailler, qui ont fait ce qu'ils voulaient, finalement, parce que les pierres étaient des pierres de récupération. Et donc, c'est la pierre aussi qui dicte la forme.
C'est le lycée agricole qui a fait la calade qui est devant. On a juste étiré et puis c'est une immense joie parce que ce n'est qu'un petit suc, donc c'est un suchaillou, un petit suc sur le chemin. Mais les gens y vont beaucoup. Et la dernière fois que j'ai essayé d'aller prendre l'apéro avec mes amis sur place, on m'a dit non, vous rigolez madame, mais vous êtes qui? Et en fait, il y avait déjà un apéro organisé. Enfin, c'est un lieu qui est vraiment appartient à tout le monde. J'ai eu la chance d'y dormir une fois, mais je pense que ça ne se reproduira peut-être pas. Et j'ai vraiment senti que c'était l'objet qui m'appartenait plus. Et finalement, avec cet objet, avec aussi l'épée d'académicien, quand j'ai vu Angelin danser avec, je me suis dit finalement, peut-être que travailler la justesse d'un objet, c'est accepter qu'il nous échappe complètement et qu'il ne soit plus du tout à nous. Et finalement, on s'en fout complètement de l'avoir fait. Ce qui compte, c'est qu'il soit là et qu'il dure. Et on voit bien dans cette... je dis un objet parce que c'est une habitude, mais dans cet objet qu'on a l'impression qu'il a toujours été là. Il est inscrit dans son temps, il est inscrit dans son paysage. C'est un peu un bazar en vrai. Donc il y a d'autres architectes qui avaient fait un autre comme ça, je dis un suchaillou, mais un autre abri en pierre sèche et tout est super aligné, etc. Et je leur ai dit ah vous avez vu le suchaillou, c'est bien, on attend de le voir en vrai, etc. Et je me disais eux c'est vraiment tout est organisé. Moi c'est un boxon sans nom. Et en même temps, c'est la vie en fait. C'était que de la pierre de récupération et donc ça avait cette valeur d'objet récupéré. Voilà, donc je vous invite dans mon suchaillou, qui n'est pas mon suchaillou, en Haute-Loire. 2 salles, 2 ambiances. Je trouvais que c'était important aussi de vous donner la... Non, mais c'est ça, c'est la vie aussi, en fait. Et finalement, c'est la chance immense que j'ai, moi, de travailler avec Van Cleef & Arpels, c'est d'avoir aussi un partenaire de travail qui me fait confiance et qui, grâce à sa confiance, me permet de faire ces autres projets. Donc, ici, c'est plutôt tresser un lieu dans son contexte encore géographique. Donc, on est en Chine, je fais les écoles de Van Cleef dans le monde, j'en fais un certain nombre, et à chaque fois, je m'adapte. Bâtiment des années 20, avec on voit bien. Donc, moi, j'ai ressorti tout ce qui était existant, tout ce qui était beau, et j'ai essayé de le mettre en valeur et de m'inscrire vraiment dans cette esthétique, avec évidemment toujours les mêmes rituels qu'on va retrouver ailleurs, le rituel de la blouse, les salles de classe, etc., mais toujours dans un bâtiment historique. Et bien là, encore 2 salles, 2 ambiances. On est à l'école à Dubaï, j'ai un bâtiment contemporain, et je me dis, qu'est-ce que je vais faire dans ce bâtiment contemporain où il n'y a rien? Et je me suis dit, je vais essayer quand même de lire les lignes de l'espace, et donc on voit la ligne de la fenêtre qui se continue, et que j'essaie de prolonger l'intérieur. Et donc j'essaye toujours de tresser ce travail autour des espaces, comment accueillir les gens. J'aime beaucoup ce mot accueil. Accueillir, c'est le verbe qu'on conjugue le plus souvent. Ça a 2 origines. Une origine latine qui dit cueillir, en fait. Comment je cueille votre regard? Comment, direct, quand vous arrivez, qu'est-ce que vous ressentez? Quelle est la perspective? Je vous cueille, vos yeux, votre corps, jusqu'à vos fesses dans mes canapés. Et en même temps, c'est accueillir, c'est un mot de vieux français, qui dit relier. Et donc, on est toujours dans cette idée de tressage. On relie les gens entre eux. Donc, on crée des zones d'accueil. Tresser les projets dans leur contexte historique. Et là, ça, c'est un projet que j'ai fait récemment au Théâtre des Champs-Élysées. Donc, vous voyez, c'est assez varié. Et tous les gens qui sont passés m'ont dit, mais c'est incroyable, on ne sait pas dire ce qui était avant. Grand stress, évidemment, avec justesse du chef du théâtre qui me disait mais tu vas voir, c'est un bâtiment auquel tout le monde est très attaché, tout le monde va me tomber dessus quand tu vas intervenir, etc. Je dis, je te promets que personne ne se souviendra comment c'était avant et tout le monde pensera que ça a toujours été là. Travail de la fluidité, comment les gens vont se comporter, à quel endroit, et adaptation à l'espace, prendre les interstices. Un petit peu comme le handball, finalement, en fait. Quand j'y pense, c'est vrai que ça a dû forger mon imaginaire. Comme Yona, un petit peu, d'ailleurs. Et donc, travailler les interstices, donc se mettre sous l'escalier, anticiper les problématiques de sécurité. Voilà, donc ça, c'était l'avant-après, on l'aime bien. Ranger la chambre aussi, anticiper toutes les problématiques contemporaines, où est la boutique, où sera l'écran, toutes ces choses qu'on a accumulées avec le temps, les leaflets, la télévision, l'ordinateur, enfin toutes ces choses en fait qu'on a oubliées
d'accueillir ensemble et qu'on essaie de mettre ensemble et de créer juste des espaces d'assises et de convivialité pour que les gens se sentent bien. Et on voit bien que moi, j'existe pas du tout là-dedans et que finalement, j'ai accompagné vraiment le bâtiment, l'architecture de Perret. Et c'est vrai que là-dedans, je pense que l'humilité était assez importante parce que j'ai pas de problème d'ego à faire quelque chose qui s'inscrit dans le travail de quelqu'un d'autre assez régulièrement. Ici, ça c'est un endroit que je vous invite à aller voir et à expérimenter. Je crois que c'est ma plus grande fierté récente. On est à l'Institut d'Histoire de l'Art, on est dans un couloir, la Galerie Colbert, où personne ne va parce qu'il fait froid. Bon, il fait toujours froid en vérité, hein, mais bon, peut-être que la chaleur visuelle compense un petit peu la chaleur réelle. Et ils me disent, mais en fait, il n'y a pas de vie, les gens ne se croisent pas, les gens ne se parlent pas. On a 10 écoles à l'intérieur. Et là, on a essayé de tresser les gens entre eux et le contemporain avec l'historique. Donc, c'est un projet qui est porté par Pierre-Antoine Gatier, donc l'architecte, un ACMH, donc un architecte en chef des monuments historiques. Et moi, je suis venue perturber un peu l'espace en mettant des linteaux, en indiquant où on allait, en racontant l'histoire du lieu, avec l'aide aussi de graphistes, GR20. J'ai mis des banquettes avec des prises, ce qui a l'air idiot, mais qui finalement, ça va mieux en le disant et en le faisant. Et j'ai fait en sorte que les gens, à nouveau, se reparlent. Et je crois que pourquoi c'est le projet dont je suis plus fière, parce que je reçois des messages sur Instagram de gens qui me disent « mais ça a changé notre vie, maintenant on se parle, on fait des photos là, etc. » Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est d'une grande simplicité, se mettre dans les interstices et créer vraiment le lien, créer le lien avec l'histoire aussi, la raconter, et en même temps, c'est ce qui est important. Tresser les projets avec les partenaires, et là je vais parler de notre aventure avec Guillaume. On s'est croisé à un jury et il m'a dit après non mais t'as été tellement dur, non t'as pas dit ce mot, non. Disons que j'étais exigeante, qu'on était dans des jurys où vous savez comme très souvent en fait il y a plein de projets qui arrivent et on nous dit on va faire un objet solidaire et donc tout le monde se dit il faut que l'objet solidaire ça se voit qu'il est solidaire et donc du coup on va faire un objet moche parce que mais c'est vrai, parce que comme ça, on va montrer que le matériau, il est bien recyclé, quoi. Voilà. Et là, moi, à un moment donné, j'ai dit, écoutez, les amis, en fait, franchement, on va pas s'en sortir. Donc, je crois que j'étais pas si dure que ça. Disons que j'étais un peu exigeante. Je dis, mais je pense qu'on peut essayer de faire autre chose. Donc, on s'est tressé avec Guillaume. Et je suis allée voir ses machines. Je suis allée voir ce qu'il savait faire à l'atelier. J'ai été évidemment impressionnée. Et je me suis adaptée, en fait. J'ai vu ce qu'il avait comme gisement, j'ai vu ce qu'il pouvait faire, j'ai vu comment on pouvait assembler pour que ce soit simple et pour rester dans les prix, parce que c'est quand même vraiment aussi le sujet. Donc on a énormément travaillé les prix, le tableau Excel, avec voilà, ça c'est mon geste, et je dis mais là comment tu fais, c'est à la toupie ou c'est machin, attention on va changer de truc comme ça, on va pas être en numérique mais à la main, etc. Et donc à un moment donné, Guillaume me dit mais là les baguettes, on va les prendre, on va les débiter. Je fais arrête, tu débites pas les baguettes, en fait ça sert à rien. Je veux dire, ça va faire monter un tout petit peu notre pourcentage de non recyclage, mais au moins on va rentrer dans les prix et là tu vas exister. Ça sert à rien sinon de s'acharner, d'être dans une espèce de folie de l'upcycling. Il y a des moments en fait, faut lâcher un tout petit peu la bride pour que ça rentre, quoi. Et donc on a échoué longtemps, en vérité. Je pense que pendant 2 ans, moi j'ai tout tenté. Hein. On devait faire un projet avec une marque de grande distrib. Et je me suis dit, bon, c'est la classe, je ne vais pas dire le nom de la marque, mais la marque, Emmaüs et Constance Guisset, bon, normalement c'est un bingo, ça devrait le faire. Et en fait, on n'a jamais réussi parce que tu étais trop cher, en fait. Hein. Et puis parce que un manque de conviction, évidemment, de la part de la marque, ça va de soi. Et puis on s'est dit on va prendre le problème autrement, donc on a essayé de faire un premier projet ensemble, donc là c'était sur une aire d'autoroute solidaire. Ah non, c'était Bigano, c'était un autre projet solidaire aussi. Et là on a essayé, on a tout fait et on a appris à travailler, on s'est adapté. Et puis on a fait la boutique du Petit Palais ensemble. En vérité, c'était difficile. Moi, j'ai fait des réunions au bureau où mon équipe me disait « Constance, c'est trop dur ». Parce qu'évidemment, travailler avec Atelier Emmaüs, ça veut dire compenser avec d'autres à côté, pouvoir se coordonner, faire plus de coordination, accepter la différence de façon de travailler. C'est plus facile de travailler avec un agenceur avec lequel on a l'habitude de travailler, etc. Et moi, il y a une réunion où... vous allez penser que je suis dure, mais en fait, je suis super cool. Hein, je rigole.
Mais il y a une réunion où j'ai dit, écoutez, en fait, je ne veux plus rien entendre. On a pris cette décision. Elle est là. C'est vrai qu'on en chie, c'est vrai qu'on perd de l'argent sur ce projet, mais soit, en fait. D'abord, ça les fait progresser. Ils voient comment on va travailler par la suite. Et deux, il faut savoir ce qu'on veut, en fait. C'est la seule façon d'y parvenir. Et on va y parvenir. Et je ne veux plus entendre que c'est difficile. On s'en fout. C'est la vie, en fait. À quel moment les choses sont faciles? Est-ce qu'il y a un truc qu'on fait qui est facile dans la vie? Je crois pas. Enfin, et en fait, c'est pas grave. Donc, on a fait cette boutique du Petit Palais dont on est très fiers, dont vous êtes très fiers. Et puis, on a fait cet objet. Et c'est là qu'arrive aussi ce tressage avec nos partenaires, puisque cet objet n'existerait pas sans vous. Mais cet objet n'existerait pas sans Van Cleef, qui l'utilise dans toutes ces salles de réunion et qui a le courage en fait d'aller jusqu'au bout, de se dire bah, voilà, ça correspond à nos valeurs. Et on a réussi à bien travailler les prix pour rentrer dans les prix du marché. Et on fait cet objet qui demande, c'est vrai, plus de travail, qui demande plus d'adaptation, qui demande des délais, qui demande des logiques différentes, qui sortent du marché. Mais en fait, on tient. Je vais dire on résiste, mais en fait on résiste pas, on attaque. Et on a la chance de faire voilà, cette table de réunion qui est très simple, hein, mais qui répond à la demande, qui s'appelle karaoké, parce qu'on peut jouer plein de partitions, on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut. Voilà. J'aime beaucoup le karaoké aussi, je vais jamais lâcher le micro, je préfère vous prévenir. Et qu'on voit ici, ben voilà, franchement, ça fait le job dans un super endroit. Voilà, c'est un immeuble de 8 étages qu'on a fait pour Van Cleef. Ce sont leurs bureaux à Genève. Et en fait, on est fiers. On est fiers. Vous êtes fiers d'être là. Et nous, on est fiers. Se tresser soi-même, ça, c'est l'exigence, en fait. C'est vraiment cette espèce d'instabilité permanente. C'est-à-dire qu'il faut toujours rechercher, il faut aller voir ce qui se passe, il faut refuser la facilité. Il faut aussi ne pas s'énerver. Moi, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien s'énerver. Au fond, je pense que je suis quelqu'un d'assez en colère, mais finalement, quand un client vient me voir en me disant bah, Constance, voilà, j'ai refait ton objet avec l'intelligence artificielle, ça donnerait ça, etc. Il faut quand même beaucoup, beaucoup de calme pour ne pas s'énerver. Mais finalement, je me suis dit, en fait, c'est vachement intéressant. Je me suis dit, bah voilà, il a fait tout un chemin qui l'amène à quelque chose, et tout à coup, ce qu'il n'arrivait pas à dire avec des mots, il le dit avec des images, qui sont, alors, évidemment, là, je me dis, mince, putain, est-ce que c'est mieux que ce que je fais, etc. Bon, en vérité, tout le monde me dit, arrête, Constance, c'est n'importe quoi, tu vois bien que c'est de la bouse. Bon, quand même, voilà, c'est vrai que c'est pas, mais c'est inévitable, en fait. Moi, tous mes clients, aujourd'hui, me disent, on a fait un séminaire d'intelligence artificielle. Moi qui ne savais pas, donc la chef de marketing me dit, moi qui ne savais pas dessiner un objet, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais dessiner un objet. Et là, tout à coup, ça vous donne une idée de ce qu'ont vécu tous les photographes quand le téléphone portable est arrivé. Tout à coup, tout le monde devient photographe, tout le monde devient designer, tout le monde devient... Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Qui on devient? Et ben, on est cet arbre dans l'eau. Mais on n'est pas tout seul en fait. On est plein d'arbres dans l'eau et la crue, elle va pas redescendre. Mais on va continuer d'avancer. Parce que il faut être pragmatique en fait. Il faut être pragmatique. Et là, je donne un dernier exemple, mais c'est vrai que ça me fait un peu rebondir sur autre chose. Parce qu'avec Yona, voilà, on fait des chaises pour les églises, on est comme ça. En fait, là, c'est vraiment le moment où on accueille l'inattendu, le moment où il y a un appel. Et moi, j'avoue que j'aime bien l'aventure. Donc, quand on m'appelle, on me dit Constance, est-ce que tu veux participer à un concours pour l'église de Saint-Eustache pour refaire les bancs? Je me dis ouais, tu veux partir? Est-ce que tu veux partir avec une entreprise qui fait du design ou une entreprise qui fait du mobilier liturgique? Et je dis en fait, moi le design je connais, moi je préfère des gens que je connais pas. Et donc, on est parti avec Houssard, qui fait des bancs comme ça habituellement, celui de gauche, voilà, réversible. Et on se dit, on va y parvenir. Et là, c'est un vrai tressage, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas faire tout, ils n'ont pas toutes les machines. Ils me voient arriver avec à la fois beaucoup de bienveillance et en même temps un peu de méfiance. Et à la fin, on travaille. Et à la fin, on fait les bancs de Saint-Eustache avec un vrai désir de simplicité. Et puis l'inscription, où moi j'ai lâché pas mal de choses. J'ai plein de choses que j'aurais voulu faire, que j'ai pas pu faire. C'était pas les bonnes machines, c'était pas les bonnes choses. Et en même temps, j'ai une grande fierté qui est née de cette aventure. Ils ont été formidables, ils ont tenu les prix. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Et je me suis laissée embarquer dans le tempo, voilà, ça c'est mon petit mot de fin, dans le tempo du banc.
Voilà, donc je ne sais pas où j'en suis du temps parce que je me suis fait piquer tout mon temps par Guillaume juste avant, donc fine. Hein. Mais cela dit, je vous ai mis cette petite citation quand même parce que je la trouve sympathique. Et puis c'est vrai, quand on a un peu regardé la télé, Magloire, ça nous évoque plein d'autres choses. Non, pardon. Bon, ça c'était la blague nulle de la fin, mais il en faut. Donc voilà, voilà pourtant un carré inutile. Est-ce que les carrés sont utiles? Et là, moi, je vous pose la question, est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde carré? Enfin, moi, j'ai une réponse à ça. Je pense qu'il faut quand même un monde qui accueille les corps. Il vaudrait mieux avoir là des salades que des bouquets. Madame Magloire, répondit l'évêque, vous vous trompez. Le beau est aussi utile que l'inutile. Peut-être plus. Ouais, plus peut-être. Je ne vais pas commencer à me tromper dans la citation, mais je ne pense pas que la beauté sauvera le monde, en vérité. Moi, je pense que la beauté intérieure doit se partager et nous augmenter. Il faut avoir un grand soleil intérieur, en fait, pour vivre et pour aussi inonder les autres de ce soleil intérieur. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire pour sauver le monde. La beauté est une piste, mais je pense qu'il y en a d'autres. Mais elle est quand même importante. Voilà. Bon, merci. Je passe la suite... Ah ouais, voilà. Bon, bref.